que c'est? C'est d'abord un mouvement, c'est quelque chose qui devient mondial ou plus mondial qu'avant. Dans le langage courant, ce quelque chose, ce sont les échanges de marchandises et de services. En 2008, ces échanges pesaient 31% du PIB mondial, c'est-à-dire de la production de richesses de la planète, contre 18% 20 ans plus tôt. Autrement dit, nous avons vécu une mondialisation extrêmement rapide. Le mouvement de cette mondialisation, c'était deux moteurs. D'abord l'ouverture des pays autrefois communistes, et puis ensuite l'essor d'Internet qui a permis aux entreprises d'organiser leur production aux quatre coins du monde. Mais cette mondialisation-là s'est arrêtée avec la crise financière. Le poids des échanges dans la production mondiale est inférieur à ce qu'il était juste avant cette crise. Bonne ou mauvaise nouvelle? À vous de voir. Ce qui est sûr, c'est que cette mondialisation passée a tiré des centaines de millions d'hommes et de femmes de l'extrême pauvreté, et c'est important. Il est aussi sûr que le mouvement a fait des perdants moins nombreux que les gagnants, mais plus nombreux que ce que l'on croyait jusqu'à présent, et ces perdants constituent sans doute l'un des ressorts essentiels de ce que l'on appelle aujourd'hui le populisme. Que va devenir demain la mondialisation? La réponse à cette question est à la fois politique et économique. Politique parce que la mondialisation est un choix, ce n'est pas un fait inéluctable. La Première Guerre mondiale avait mis fin brutalement à une phase de mondialisation extrêmement soutenue pendant la fin du 19e siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays avancés ont ensemble décidé au contraire d'ouvrir leurs frontières, et aujourd'hui le président des États-Unis, Donald Trump, suivi par d'autres chefs d'État et de gouvernement, veut au contraire plutôt fermer les portes. Réponse économique ensuite, car c'est aux entreprises de décider où elles veulent produire. Avec les progrès de l'automatisation, avec aussi leur volonté d'être plus proches de leurs clients, elles pourraient relocaliser leur production. Une autre mondialisation pourrait alors prendre le relais, celle des données, du big data. Un jean, Facebook, Ikea, un smartphone, des ananas toute l'année, Ryanair, etc. Quel est leur point commun? Ils existent grâce à la mondialisation. Mais oui, la mondialisation, ce phénomène global de flux de personnes, de biens, de services, d'investissements, d'informations et d'idées à travers le monde. Mais depuis quand les continents sont-ils ainsi reliés? Remontons à l'époque du commerce triangulaire qui reliait l'Afrique, les Amériques et l'Europe par le transport en bateau. Des esclaves sont vendus pour travailler de force dans les colonies américaines. Le fruit de leur travail, comme le café, le sucre, le coton ou le cacao, est exporté en Europe. D'où des tissus, des armes à feu ou de l'alcool sont acheminés vers l'Afrique. La boucle est bouclée et l'échange inégal. Bon, aujourd'hui il y a l'OMC. En avez-vous déjà entendu parler ? L'OMC, soit l'Organisation mondiale du commerce, favorise les échanges entre tous les pays grâce à la libre concurrence. Mais si un pays riche trouve trop contraignant de négocier avec tant d'autres, il part pour se concerter directement avec un seul interlocuteur. Et conclure des accords avec un autre pays, ce sont les accords bilatéraux. Certains en ont fait un jeu pour gagner toujours plus d'argent. Ils achètent ou revendent en bourse d'énormes quantités pour faire fluctuer les prix artificiellement. Même si ces produits sont du riz ou des bananes qui servent avant tout à nourrir les gens. Parmi ces grands joueurs, on trouve des investisseurs ou des patrons de multinationales. Mais qu'est-ce qu'une multinationale ? Eh bien, c'est une entreprise implantée dans plusieurs pays. Son siège se situe le plus souvent dans des pays développés ou émergents ou dans des paradis fiscaux. Et ses centres de production se trouvent dans des pays plus pauvres. Et puis, comme toute entreprise, son principal objectif est de faire du profit avant tout. Alors comment ? 1. En cherchant un accès direct aux matières premières au prix le plus bas. 2. En créant de la demande pour faire monter le chiffre d'affaires à travers la publicité. 3. En étendant le marché géographiquement à travers le monde. 4. En diversifiant les produits et les services. Certaines multinationales combinent les secteurs de la musique, des boissons, des télécommunications et même de l'aviation. Si un de ces secteurs se porte mal, la multinationale se rattrape sur les autres. 5. En délocalisant la production dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère et où les impôts et taxes, les lois sociales, les normes de sécurité et environnementales sont moins contraignantes. 6. En travaillant avec des sous-traitants qui produisent à leur place pour se déresponsabiliser des mauvaises conditions de travail, par exemple. 7. En créant des mécanismes fiscaux pour payer le moins de taxes possible. Quelles sont les conséquences négatives de la mondialisation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ?
Bon, les inégalités économiques et sociales augmentent partout dans le monde. Par exemple, les 85 personnes les plus riches possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres, soit la moitié de la population mondiale. Ceux-ci sont exploités en travaillant dans de mauvaises conditions à un salaire très bas. Dans les pays du Sud, les paysans abandonnent souvent leurs campagnes parce qu'ils ne gagnent plus assez. Les produits importés coûtent moins cher que ceux qu'ils produisent eux-mêmes. Ils partent donc en ville en quête d'une vie qu'ils imaginent meilleure ou simplement d'un travail. Et même plus loin encore, vers un autre continent s'exposant parfois à tous les dangers. Ce sont eux les migrants économiques. À côté de l'impact humain, la mondialisation a des conséquences dramatiques sur l'environnement et le climat. Elle conduit à la surexploitation des matières premières comme l'or, le cobalt, le pétrole, et elle contribue à la pollution de l'eau, des sols et de l'air. L'extraction des métaux et des minerais s'accompagne souvent de rémunérations insignifiantes et de conditions de travail dangereuses, de corruption ou parfois même de conflits armés. Aussi, les déchets électroniques souvent toxiques sont déversés en mer ou dans les pays du Sud. Ce pillage est pourtant indispensable pour produire tout ce que nous consommons. La Terre se réchauffe avec l'augmentation des gaz à effet de serre, le niveau des mers monte, les inondations et les sécheresses s'intensifient. Entre 2015 et 2025, on estime à 300 millions le nombre de personnes qui auront migré à cause du changement climatique. Et tout ça surtout à cause de notre mode de production et de consommation actuel. Mais pas de panique, il y a des alternatives pour changer la donne. Construisons